De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes bien le 8 juin 2017 et je suis ravi de vous retrouver pour De quoi je me mêle, toute l'actualité, vous le savez, des nouvelles techno en version audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et YouTube. Évidemment, je vous souhaite un excellent week-end. Nous allons maintenant débuter notre heure de tech comme chaque vendredi avec dans un instant Victor Jakimovic qui viendra avec sa sélection de produits high-tech pour l'été. Que doit-on emporter dans notre valise ? Eh bien, vous verrez, appareil photo étanche et d'autres gadgets pour avoir plus d'autonomie avec son smartphone. Ce sera dans quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez nous suivre et partager votre passion des nouvelles techno. Et vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag DQJMM. De quoi je me mêle. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT comme chaque vendredi. Éric Le Bourlou est là. Bonjour Éric. Hello. Le rédacteur en chef de 01net.com. On va survoler avec lui l'actu tech de cette semaine avec un invité exceptionnel, Éric. Nous sommes ravis d'accueillir le président fondateur de Parrot, Henri Sédou. Bonjour Henri. Salut. Merci d'être là en ce vendredi après-midi. D'autant que vous revenez de New York. Henri arrive là, juste à Roissy. Voilà. Il est avec nous dans De quoi je me mêle. C'est très gentil. Donc on a fait le lancement Parrot, on a fait le lancement de notre nouveau produit, Anafi. On l'a fait mercredi à New York. À New York, voilà. On va en parler parce que c'est vraiment l'actu de la semaine. Eh oui. On va évoquer aussi, alors vous savez, aujourd'hui, ça me fait un peu téléachat. Donc j'ai un drone dans l'actu de la semaine. J'ai une enceinte connectée, c'est l'Alexa, qui arrive enfin en France après plusieurs mois d'attente. Et puis on va parler aussi de la WWDC, l'appel à conférence des développeurs qui a eu lieu lundi dernier, que vous avez peut-être suivi d'ailleurs sur 01net TV. Éric, on va commencer donc par l'actu. Et c'est cool parce qu'on va commenter en fait l'arrivée d'un produit dont on a le fondateur avec nous en studio. Oui, c'est pas mal. Je crois que c'est un peu la classe à Las Vegas, quand même, je veux pas dire. Hein. Donc le Parrot Anafi, le voilà, le retour de Parrot sur le marché du drone. Oui, et c'est vrai que c'est un drone qu'on a envie d'essayer. D'ailleurs, on est en train de l'essayer. David Noguera qui est en train de jouer avec, puisqu'on Parrot nous a confié un exemplaire de ce drone, donc on est en train de l'essayer en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que c'est un drone qui a une particularité. Alors, je pense que Henri pourra nous parler beaucoup de ses spécificités techniques, mais il y a quelque chose qui est évident et qui est quand même très pratique avec ce drone, c'est qu'il est très compact et qu'on peut le ranger très facilement pour le mettre dans un sac. Et on sait qu'il a d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a là, mais il a d'ailleurs un sac de rangement. Et effectivement, il est tout petit. Et c'est ça qui effectivement frappe par rapport, hein, quand on voit l'histoire des drones Parrot, ils ont sacrément minci depuis les débuts, hein, si on se souvient de l'Air Drone qui était quand même un sacré engin, et maintenant on a un concentré de technologie dans un tout petit format. Alors, ce drone, on va le découvrir avec vous, Henri, hein, puisque vous êtes à l'origine de la création de cet appareil, avec vos ingénieurs, bien évidemment. Un mot quand même sur Parrot, c'est pas facile hein, pour Parrot, on va pas se voiler la face. C'est pas facile, mais si tu veux, c'est la high-tech. Donc la high-tech, ça va très vite. Donc ça va très vite, quand tu as un bon produit, tu montes très vite. Et puis si tu n'as pas un bon produit, c'est vite très difficile. Mais je veux dire, moi, le marché du drone, ce qu'on a fait avec Anafi, c'est un nouveau départ et c'est un repositionnement. Je rebondis sur ce que tu disais. La spec du drone, comment on l'a fait? Donc c'est un produit grand public, c'est fait pour faire des vidéos, mais ça fait des vidéos en 4K. Mais la spec, c'est si un journaliste de CNN, il a besoin de faire une image vite fait, il faut qu'il puisse le faire avec Anafi. Donc c'est de la qualité, c'est le même niveau de qualité en vidéo que tu pourrais faire avec un iPhone ou avec un smartphone. Et il y a beaucoup d'images qui passent à la télé, qui passent dans les chaînes d'information, qui sont faites avec les téléphones et avec des drones grand public, parce que la qualité aujourd'hui est super bonne. Là, on a de la 4K à 30 images secondes. Alors ça, c'est le top, mais on peut être en Full HD. Là, on a de la 4K à 30 images secondes avec HDR, avec zoom. Donc un niveau de performance jamais vu dans un drone encore. Alors si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez les images qui ont été faites avec le drone. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a des images de qualité, on va dire, professionnelle. On peut faire des trucs incroyables aujourd'hui avec ça. On peut faire des images et les passer à la télé avec. Et c'est ça l'intérêt, c'est ça le bouleversement de la high-tech. Le bouleversement de la high-tech, c'est que c'est de la techno
grand public. Si tu veux, le plus grand succès, c'est le personal computer, et qui a été créé dans les années 80 et qui est devenu l'ordinateur pour tous les usages. Dans la navette spatiale, les types, ils avaient des PC et c'est ça qu'ils utilisaient. C'était bien mieux que les ordinateurs dédiés. Les drones, c'est pareil. Les drones qu'on fait pour le grand public, ils ont un niveau technique qui est supérieur à tout ce qui s'est fait avant. Pourquoi ? Parce qu'on utilise la banque d'organes du téléphone mobile, les GPS des téléphones mobiles, les caméras du téléphone mobile, les sensors que Sony fait pour les téléphones mobiles, les chips Wi-Fi qui sont faits pour le téléphone mobile, une industrie qui investit des milliards. Et donc, on récupère cette banque d'organes qui est au top de la technologie pour en faire des produits originaux. Eric ? Oui, moi je le répète aussi, ce qui est important, je trouve, et moi c'est ce qui m'a tout de suite frappé dans ce drone, c'est qu'on peut facilement le transporter. Et c'est vrai que c'est une des contraintes. Un drone, c'est pas, on pourrait en reparler aussi, mais c'est vrai que le problème du drone, c'est que c'est pas toujours facile, notamment quand on est parisien, de pouvoir le sortir. Et là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut effectivement assez facilement le mettre dans un sac. Et moi aussi, au-delà de ces caractéristiques techniques, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est vrai que c'était pas aussi facile avec un air drone qu'avec ce produit-là. C'est ça qu'on recherche. Donc on a un niveau de performance. Le drone pèse 320 grammes. On a un niveau de performance qui n'est jamais vu pour ce poids-là. En particulier, la qualité du vol. Il vole 25 minutes, alors que les drones de la concurrence qui pèsent quasiment le double, 500 grammes, ils volent beaucoup moins. Ils volent moins de 20 minutes. Donc c'est les performances, mais aussi, je pense, et c'est ça que je recherche en faisant ces drones, que le niveau d'acceptation, c'est la facilité d'usage, mais aussi le danger. Si le drone pèse 320 grammes, un pompier, il peut le faire voler en plein Paris quand il doit vérifier s'il y a encore des braises sur le toit, etc. Pour que le drone soit accepté, il faut qu'il soit sans aucun danger, et c'est ça qu'on fait avec Anafi. Ça veut dire que, en fait, même s'il tombe de haut, 320 grammes, c'est pas mort. Enfin, ça frappe du mal, je pense, parce que quand ça tombe avec la gravité, ça peut être. Mais moins qu'un drone qui en fait 500, 600 ou 700. Ça change énormément, et ce drone-là, je fais la démo, si tu veux, je peux te la faire. Je mets la main dans les hélices sans aucun problème, et tu verras, il ne se passe rien. D'accord. Mais c'est ça aussi qui est formidable. Et puis en plus, on n'a pas évoqué, mais on va y revenir sur tous les systèmes qui font que, par exemple, on appuie sur un bouton, il revient se poser à l'endroit où il a décollé. Si on panique, par exemple, s'il y a trop de vent, enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui... Parce qu'en fait, c'est ça, moi, la question que je voulais vous poser, Henri, c'est à qui s'adresse ce type d'objet ? Parce que, évidemment, c'est grand public, mais qu'est-ce que ça veut dire grand public ? Est-ce que la niche des utilisateurs potentiels de ce type d'objet est importante ? Alors, ce drone, qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra vidéo robotisée. Donc, tous les gens qui veulent faire de la vidéo aujourd'hui, ils font de la vidéo avec leur iPhone. La grosse production personnelle sur YouTube, c'est avec l'iPhone. Et si tu veux faire des plans... Avec un Samsung, un smartphone. Un smartphone. Oui. Et si tu veux faire des plans sophistiqué, tu veux faire des jolis travelling, si tu veux faire des images vues d'en haut, tu utilises un drone. Donc le drone, c'est quoi ? C'est l'expression actuelle de la caméra vidéo. Mais il y a un problème, c'est la législation. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de déclarer à quiconque que je fais des vidéos avec mon smartphone. Là, avec ça, je sors dans la rue, je ne peux pas le mettre en route, en théorie. Si ça, tu n'as pas le droit de le faire voler à Paris, parce qu'il y a une interdiction, mais tu peux le faire voler presque partout. Mais est-ce qu'il faut que ça change, cette législation ? Ou est-ce que vous la comprenez ? Est-ce qu'on peut dire que ce type d'objet qui devient de plus en plus petit, de plus en plus léger, pourra avoir une législation un petit peu plus souple pour être utilisé à peu près n'importe où ? Ou dans un parc ? On peut très bien imaginer dans un parc, à Paris, pouvoir s'en servir. Moi, je suis en faveur de la législation. Et c'est pas tellement à moi de la commenter. Ce qui est très important... Non, mais en tant qu'acteur de cette industrie... Ce qui est très important, c'est qu'il y a une législation. On rentre dans la robotique. Il y a eu 3 succès de la robotique, où il y a 3 succès en cours grand public dans la robotique. C'est l'aspirateur qui marche tout seul, la voiture qui se gare toute seule et le drone qui fait des images vidéo tout seul. Ça, c'est les premiers exemples qu'on voit d'objets robotiques qui sont en train d'arriver dans la vie de tous les jours. Et la robotique, ça sera le prochain grand sujet après le computing, en tout cas pour le hardware. D'accord. Donc pour l'instant, la législation vous convient pour ce type d'objet ? Quand j'ai commencé il y a 10 ans, je n'avais qu'une crainte, et c'était une crainte réelle, c'est que la législation dise qu'il est interdit de faire voler des machins sans avoir une licence de pilote. Donc, alors ça, là, c'est pas tout à fait le cas. Il y a des endroits où on peut faire voler un drone.
Hein, on peut faire voler un drone. et pas dans les grandes villes. On ne peut pas faire voler un drone dans les villes, on peut faire voler un drone partout chez soi. Si tu invites tes amis à un barbecue chez toi, tu peux faire une super vidéo avec le drone. C'est-à-dire que si par exemple je suis dans mon jardin, de manière privée, je peux le faire si je vais pas trop haut et si je reste sur mon terrain, c'est ça? Voilà, enfin tu es limité à 150 mètres d'altitude, ce qui est déjà très très haut. Oui, ce qui est déjà haut. des images super hautes. Donc oui, c'est bien encadré, comme le permis de conduire. Tu peux acheter une voiture, la plupart des voitures dépassent le 110 à l'heure, je pense même toutes, et c'est pourtant interdit de le dépasser. D'accord. Évidemment, il ne faut pas de brevet ou de permis. N'importe qui peut conduire ce type d'engin. On est d'accord. Non seulement n'importe qui, mais on a passé des années et des années à écrire des codes d'autopilote, mais hyper sophistiqués. Tu peux mettre ça dans les mains d'un gosse de 8 ans et il le pilote, mais sans aucun problème. Alors que les questions de la physique du vol, etc., sont c'est une usine à gaz, compliquées. en fait. C'est une usine à gaz. On voit qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités de vol automatique, en fait, hein, avec les drones, notamment le concurrent, ton concurrent direct, c'est DJI. On a maintenant des drones qui suivent les gens qui font du VTT ou qui courent, etc. Anafi fait ça aussi. Ah, mais il le fait même très très bien, puisque c'est, je pense, le premier qui fait de la fusion de données complète, où non seulement il suit avec les coordonnées des GPS qu'on a sur soi, c'est-à-dire celui de son smartphone, mais il fait de l'intelligence artificielle pour bien recentrer la personne qui suit. Et donc, il fait ça avec le meilleur niveau technique qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord. Alors, encore une petite question. Est-ce que demain, ce type d'engin pourra être totalement autonome? Est-ce que c'est l'avenir, le sens de l'histoire, de se dire, ben voilà, tiens, je veux que mon drone, et peut-être que je lui parlerai d'ailleurs avec ça, mais on va y revenir, je veux que mon drone me fasse un selfie à 360 degrés, et puis après qu'il se pose, etc. Est-ce que c'est l'avenir? Donc, ça peut être Anafi, il y a énormément d'autonomie. Par exemple, tu peux lui faire un plan de vol entièrement autonome, l'envoyer à 300 mètres, faire ton selfie et revenir. Et c'est ça ce qu'on fait en fait. Il y a énormément de modes autonomes qui font ce que fait une équipe de tournage. C'est-à-dire un joli travelling, tout ça. Le drone, tu as des modes, tu lui fais joli travelling et puis il te le fait. Ah d'accord, un mode joli travelling. Enfin, on ne s'appelle pas joli travelling, oui, mais enfin, il s'appelle reveal si tu veux. Et voilà, et hop, il te fait la fonction. Il y a plein de modes comme ça qui scriptent. C'est ça, exactement, en quelque sorte, une prise de vue. Sans parler d'un mode flight plan, qui est un mode de script, où tu peux faire des prises de vue, mais extraordinaires avec ces modes de vol autonomes. Henri, on va au CES de Las Vegas chaque année, et on a vu il y a quelques années de ça, je pense que c'était il y a 2 ans, des tout petits drones qui sont des drones selfie, en fait, qui permettent de faire des petites photos comme ça très rapidement avec son smartphone. Vous y croyez, ce type d'engin, ou c'est vraiment du gadget qui... ne décollera jamais. Le produit qui a du succès, la formule qui a du succès, c'est celle-là. C'est ce type d'engin. C'est-à-dire remplacer la caméra vidéo par un robot qui a des capacités extraordinaires de prise de vue. Et ça, c'est une grande nouveauté, c'est une révolution. Le vent, il tient des rafales de vent, enfin, c'est parce que c'est l'ennemi du drone, le vent, non? Quand on a commencé, moi, je suis un type de soft, donc je ne connaissais pas bien la question de la physique du vol, etc. On ne croyait pas que ça volerait en outdoor. Maintenant, ces drones, ils résistent à des rafales de 50 km/h, ils bougent à peine. Je veux dire, le niveau technique qui est accessible aujourd'hui par les nouveaux logiciels GPS, par les processeurs quad-core, 1,1 GHz qu'il y a dans ces drones, est absolument extraordinaire et bien supérieur à la capacité de calcul qu'il y a dans les autopilotes des avions de chasse. C'est dingue, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a accès à des technologies qui étaient réservées avant à une poignée de spécialistes. C'est du fait que le consumer électronique, le spectacle que tu vois à Las Vegas, il drive une industrie de centaines de millions de produits, les smartphones, les caméras. Et donc, c'est ça la technologie qui est disponible aujourd'hui pour les concepteurs de produits grand public. Et c'est un niveau technologique qui est au moins aussi élevé que les applications professionnelles, mais en fait, probablement plus élevé.
Eric, petite question ou concernant le. Enfin, oui, moi, je aussi. Et puis, moi, je voulais vous poser une question par rapport à votre gamme. Vous avez lancé beaucoup de drones assez différents. Effectivement, ça a commencé par les air-drones, etc. Mais vous avez aussi lancé des drones un petit peu plus gros. Enfin, j'ai envie de dire plus grand public que cela, moins cher. Des drones un petit peu joués là, oui, qui effectivement ont des fonctions, plus, qui sont notamment faciles à utiliser en intérieur. Je suis là d'ailleurs, je ne sais pas, on peut l'utiliser en intérieur a priori, mais avec des protections autour des hélices pour éviter de les abîmer, etc., etc. Vous avez même lancé un robot qui sautait, et vous avez aussi lancé une aile volante qui était pour le coup plutôt réservée à des gens qui sont déjà expérimentés. Et vous avez exploré beaucoup de voies différentes. Donc là, vous vous dites maintenant, c'est cette voie-là la bonne. Moi, je viens du consumer électronique. Ma boîte, c'était une boîte de télécom principalement, et qui a été le principal développeur et inventeur des téléphones main libre à reconnaissance vocale dans les voitures. Ouais. Donc moi, j'ai toujours cherché à faire des produits très grand public. Et en faisant les drones, ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui ressemble au jeu vidéo, mais du jeu vidéo en mobilité. Et en fait, je suis tombé sur ce produit. Et en fait, ce produit est beaucoup mieux que simplement un produit de loisir. C'est un des plus grands succès de la robotique aujourd'hui. Et donc, c'est dans cette direction qu'aujourd'hui, on se développe. Et y compris d'ailleurs dans les applications professionnelles. Parrot fait beaucoup de son chiffre d'affaires dans les applications professionnelles de drones, c'est-à-dire la cartographie. On peut cartographier avec des drones, des tout petits drones comme ça, on peut cartographier des villes entières en quelques jours de travail avec des précisions centimétriques. Donc la cartographie, l'agriculture, la surveillance. Donc il y a énormément d'applications pour ces robots. Henri, juste votre expertise, on voit des boîtes comme Domino's Pizza, Amazon, La Poste qui se disent demain la livraison de n'importe quoi se fera par drone. C'est du marketing ou c'est vraiment quelque chose qui va nous arriver ? Ça va nous arriver. D'abord parce que tout ce que l'homme conçoit, il le fait. Ça ne met pas forcément un an, ça met des fois très très longtemps, mais tout ce qui est imaginé est finalement fait. Et la livraison automatique, c'est une grosse question parce que le commerce se transporte sur l'Internet. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme défaut, le commerce sur Internet ? Il faut quand même 2 jours pour... tu commandes une paire de baskets, il faut quand même 2 jours pour l'avoir. Alors que si tu vas dans le magasin du coin, tu n'as pas forcément toutes les baskets, mais au moins, tu l'as tout de suite. Donc, si tu veux, pour vraiment avoir une offre complète et fantastique en termes de e-commerce, il faut résoudre le problème de la livraison en quelques heures. Et c'est une question pour Amazon importante, et ils y travaillent. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver. Ça arrivera, c'est pas que du marketing ou de la com. Bien sûr, ça arrivera. C'est plutôt hype de communiquer sur ça. Non, c'est bien pas sûr que ça arrivera. Ouais. Et alors, il y a d'autres applications, mais par exemple, la livraison de colis compliqués. FedEx et DHL, ils doivent de temps en temps livrer des colis, je sais pas moi, sur l'île Dieu ou dans des endroits où il faut prendre un bateau, etc. Et donc, ils sont obligés de le faire parce que leur service, c'est la continuité. Tu t'envoies un truc par DHL, il faut que ça marche partout en France. Et donc, ils ont un certain nombre de points de livraison qui sont hyper compliqués, qui leur coûtent beaucoup plus cher que ce que ça devrait. Là, c'est une grosse opportunité pour les drones. Ouais. Dernière question, alors qui est un peu, on va dire, à rebrousse-poil, parce qu'on sait que vous avez beaucoup souffert à cause de DJI. Quel sentiment avez-vous concernant cette boîte ? Est-ce que finalement, s'ils ont eu autant de succès, c'était logique, parce qu'ils ont bien réussi, peut-être mieux que vous sur certaines choses, peut-être parce qu'ils avaient aussi une taille qui n'avait rien à voir. C'est un concurrent, c'est peut-être difficile à réagir, mais qu'est-ce que vous pourriez dire concernant DJI ? Est-ce que leur réussite est justifiée ? Moi, je conçois des drones depuis une dizaine d'années. Au début, c'était vraiment une hypothèse. Et le marché, on a fait le premier produit qu'on a lancé, je crois qu'on l'a présenté en 2010. Et il a été commercialisé dans le courant de l'année 2010. Et le business du drone, à partir de là, est en croissance très forte. Donc, il y a eu plusieurs pionniers. Et je pense que les boîtes qui ont été pionnières dans ce domaine-là ont pris aujourd'hui une avance technologique très importante
Et donc, je pense que les boîtes qui ont été pionnières, dont Parrot, vont réussir à faire des grands succès industriels dans les métiers du drone. D'accord. Rappelons le prix, 699 €. Hein. 699 €, vachement bien, avec une petite housse de transport impeccable. Voilà. Attendez, je radio continue à faire mon téléachat. Voilà, une petite radiocommande trop cool. Et surtout, le premier drone qui est vendu sans chargeur, parce que ça marche avec votre chargeur de téléphone ou votre chargeur d'ordinateur s'il est USB type C. Et donc, c'est encore plus commode que ce qu'on peut penser. Très bien. Henri, vous restez avec nous, parce que l'actu de la semaine aussi, c'était ça, Eric. Oui. Enfin, Oui. J'ai envie de dire, parce que ça fait un moment qu'on l'attendait, hein, l'Amazon Alexa. Oui, effectivement, Amazon a enfin lancé ses services. Donc, d'une part, Alexa, hein, qui est leur assistant vocal, comme Google Assistant, Cortana ou Siri, et d'autre part, ces enceintes qui incarnent en fait l'assistant. Alors là, on a Echo, hein, c'est l'enceinte Echo, mais Il est emblématique, hein, c'est un peu l'enceinte. Voilà, c'est le premier modèle qu'ils ont sorti aux États-Unis il y a déjà quelques années maintenant. Et ils ont aussi également sorti la version mini de cette enceinte connectée qui est beaucoup plus petite, qui a forcément un son assez médiocre parce que c'est une toute petite enceinte, mais qui a les mêmes fonctions intelligentes, on va dire. Et ils ont aussi lancé, alors celle-là elle n'est pas encore tout à fait lancée, on l'a lancée au mois de juillet, une autre enceinte, cette fois-ci avec un écran circulaire, ça ressemble beaucoup à un radio-réveil qui s'appelle EcoSpot et qui donc qui ouvre l'accès à la vidéo et donc quelques petits comme ça snippets d'informations qui nous arrivent. Par exemple la météo, on a les pictogrammes qui apparaissent, des petites vidéos qu'on peut avoir aussi ou des informations. Et voilà, donc Amazon se lance effectivement avec un an de retard par rapport à Google qui en fait était le premier à lancer son Google Home et Google Assistant en France au mois d'août dernier. Et donc voilà, et donc Amazon semble bien décidé à rattraper son retard. Mais c'est quand même Amazon qui a été le pionnier, de ce service. Exactement. Dont le succès a été extraordinaire et a, à mon avis, dépassé les attentes. Et là aussi, à mon avis, ça illustre deux trucs. Un, l'arrivée de la robotique, d'une certaine manière. Là, c'est de la robotique entièrement software, c'est-à-dire que cet objet n'est que la partie visible, c'est que de l'iceberg. L'iceberg, c'est un méga serveur Amazon dans lequel il y a tout le processus de reconnaissance vocale et aussi d'intelligence artificielle. Donc, on est dans des produits robotiques. Et l'autre chose, à mon avis, qui est vraiment intéressante aussi, c'est la mainmise des boîtes de la Silicon Valley sur le consumer électronique. Et ça, c'est un truc qui n'avait pas été prévu il y a 10 ans. Mais, par exemple, moi, ma boîte, il y a 10 ans, j'étais un des pionniers des enceintes sans fil. Je veux dire, j'ai vraiment fait, je pense, les premières bonnes enceintes sans fil au niveau technique et au niveau rappelons que Parrot était market. Vous, votre spécialité au départ, c'était le Bluetooth, c'était tout ce qui était système de main libre Bluetooth dans les voitures, on s'en souvient. Non, mais c'est même le Bluetooth, c'est pareil, c'est pas vraiment ma spécialité. Ma spécialité, c'était le logiciel de traitement de signal, de traitement audio, donc de reconnaissance vocale. Parce qu'on pouvait parler en fait à son système Bluetooth. Exactement. Et surtout, on a fait tous les systèmes de reconnaissance vocale dans les voitures. Donc, c'est notre spécialité, c'est le traitement de signal, l'acoustique numérique et la reconnaissance vocale. C'est pour ça que la boîte s'appelle Parrot. Tu parles à la machine et la machine te répond. C'est un perroquet. Donc ça montre l'importance des boîtes de high-tech dans l'espace du consumer électronique. Et d'une certaine manière, c'est eux qui mènent l'imaginaire produit. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais des drones. Parce qu'il faut faire aujourd'hui des produits où la sophistication, la technologie est très grande. Puisque tout ce qui est mainstream est fait par la Silicon Valley. Et d'ailleurs, sur ce produit-là, qui est un concept récent, qui a à peu près 3 ans, je suis absolument bluffé par le niveau d'investissement de la Silicon Valley, parce que ça a été inventé par Amazon. Google s'est mis dans leur roue et donc a fait les systèmes de reconnaissance vocale. Apple a copié. Qui va sortir bientôt. Voilà. Et d'une certaine manière, Microsoft
aussi fait des systèmes de reconnaissance vocale. Et donc les 4 des 5 sociétés majeures font ce produit. Donc, qu'est-ce qui reste pour Sony, je sais pas quoi, moi, tous les fabricants, JBL, tous les fabricants de. En fait, ce qu'ils font, souvent, c'est juste qu'ils adoptent. Sony a fait notamment une enceinte comme ça, mais c'est vrai que après, on peut se poser la question de l'impact que ça peut avoir. Mais ils adoptent effectivement. JBL a lancé une enceinte avec Google Assistant, Sony a lancé une enceinte avec Google Assistant, ou Amazon, Sonos a aussi lancé une enceinte. Donc la valeur ajoutée, elle n'est plus dans l'enceinte. Non. La valeur ajoutée, c'est l'intelligence dans le cloud. D'autant plus que le provider de cloud, il fournit le produit consumer d'entrée de gamme. Donc, ils ont pris la main sur le consumer électronique. Je vois que tu tripotais le drone et j'imagine que tu allais me demander, et tu n'as pas peur que dans les drones, ils fassent la même chose ? Non. Parce que le drone, il y a la grosse sophistication du drone, elle n'est pas dans le cloud. Elle est mécanique. C'est ça ? Mécanique, non, c'est quand même du soft. Un drone, c'est 80% de notre effort de développement, c'est du soft. Mais c'est l'objet lui-même qui est très sophistiqué. Et puis, c'est un produit consumer électronique, mais ce n'est pas un produit mass market, au sens que ça, c'est comme une voiture. Tu peux en vendre, tu peux imaginer comme une télé. Tu peux imaginer qu'il y en a un par foyer. Le drone, il n'y a pas un fanat de vidéo ou une personne qui, dans chaque famille... la niche est plus petite malgré tout. Même voilà, si, elle est quand même si ça se compte en millions d'exemplaires, bien sûr. Ça ne se compte pas en centaines de millions d'exemplaires. Est-ce que demain, je reviens à ma question tout à l'heure, tu n'as pas répondu, est-ce qu'on pourra parler à ce type d'engin ? Est-ce que ça a du sens ? Non, on y a beaucoup réfléchi chez Parrot. On ne pense pas que ce soit utile. Et la commande vocale, typiquement pour Amazon, pour commander ses lumières, pour discuter, pour avoir la météo, etc. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment l'arrivée d'une nouvelle ère en termes d'ergonomie et de langage qu'on va avoir avec ces machines ? Écoute, sincèrement, je suis moins profondément plongé dans Alexa et dans ces technologies, mais sincèrement, le succès que ça a eu, ça a surpris tout le monde. Donc la réponse, à mon avis, c'est oui. Oui, c'est pour la première fois, tu as 2 trucs qui marchent ensemble, une bonne reconnaissance vocale et une interrogation en langage naturel. Et en fait, c'est la première fois que ça arrive. Et c'est tout le problème de la reconnaissance vocale jusque-là, c'est que c'était très pénible à utiliser, mais maintenant qu'il y a les intelligences artificielles et la possibilité de l'interroger en langage naturel, ça prend du sens. C'est un grand succès en fait. C'est un grand succès pour Amazon et je veux dire, Amazon... C'est la première fois qu'Amazon a battu tout le monde, y compris Google, y compris Microsoft, y compris Facebook, dans l'espace consumer électronique. Donc, je veux dire, pour eux, c'est un grand succès. Amazon n'est pas mauvais, non, en termes ils ont eu aussi de gros échecs, comme leur téléphone. Ils ont essayé de lancer un téléphone il y a quelques années pour rentrer sur le secteur de la mobilité. Tu parles d'Amazon, là ? Oui, je parle d'Amazon. Bien sûr, oui, c'est vrai que leur Firephone qui a été vraiment bien brûlé, qui a vraiment été un vrai problème. Ils ont quand même aussi d'autres matériels qui marchent quand même pas mal. Leurs tablettes, parce qu'elles sont pas chères, parce qu'il y a aussi une histoire quand on parle de mass market, c'est des produits qui sont vraiment pas chers pour le coup, puisque ce produit-là est à moins de 100 €. Ouais, et en donc ce moment, c'est une il est même à enceinte qui est de 50 qualité € au niveau du son. C'est pas une enceinte hi-fi, mais c'est une enceinte tout à fait correcte. Et en plus, il les brade à moins 50% effectivement pour essayer, je pense, de reprendre des parts de marché face à Google. Mais c'est pas cher et il y a une bonne raison à ça. C'est que ce n'est pas simplement une enceinte avec un logiciel d'intelligence artificielle et de la reco vocale. C'est un accès au magasin Amazon. Bien sûr. Donc tu lui dis, écoute, ma brosse à dents est usée et mon dentifrice, j'en ai plus. Renvoie-moi celui que tu m'avais envoyé la dernière fois. Et puis basta. Exactement. Ouais, c'est d'ailleurs un petit peu flippant. Ça, c'est pas la brosse à dents, parce qu'il faut changer sa brosse à dents de temps en temps. Non, mais on a failli commander une pizza hier en quelques instants. Mais c'est ça qui est dingue. Et peut-être que demain, on fera tout ça. Et c'est étonnant de voir les enfants
qui réagissent avec ce type d'objet, qui discutent, qui ont enfin, moi, je trouve ça assez flippant. Il y a des enfants qui ont des discussions avec ces Amazon Alexa et ces Google Home, quoi. Si tu prends la technologie de son angle flippant, tu vas flipper. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ce que je trouve intéressant aussi, d'après ce que nous disaient les responsables d'Amazon, c'est qu'ils ont cherché à lui mettre une personnalité, et sans doute davantage que Google avec son assistant. C'est-à-dire qu'ils lui ont mis plein d'easter eggs, plein de références à la culture française, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils nous parlent de ça. Ils localisent au maximum pour qu'il ait une espèce de sentiment d'empathie quand on lui parle. Alors, ça marche pas tout le temps, mais c'est quand même assez bluffant. Voilà, Amazon Alexa qui arrive. On aura l'occasion, bien sûr, de la tester plus longuement sur zeronet.com, évidemment, et puis surtout la comparer peut-être avec les autres, la Google Home et puis la HomePod d'Apple, qui coûte beaucoup plus cher, mais qui a un son beaucoup plus costaud. Ouais, c'est pas tout à fait le même produit. Ouais. Henri, juste un mot sur le son, c'est terminé, plus de son chez Parrot, les casques, les machins, les haut-parleurs, les trucs, c'est fini. Parrot, c'est une boîte qui fait de la high-tech. Et c'est une boîte agile au format mondialement qui est petite, si tu veux. Oui. Donc, Parrot, c'est une grande boîte. Pour la France, on a à peu près 800 personnes. Mais il faut que tu vois ça comme une start-up. C'est-à-dire que nous, notre manière de vivre, c'est d'être extrêmement rapide et agile. Donc, ce marché des enceintes sans fil, on en a été un des précurseurs et on a fait des produits, sincèrement, je trouve, moi, des produits parmi ceux que j'ai préféré de faire, en particulier un produit qui s'appelait le Zikmu, que Philippe Stark avait dessiné et qui était la première enceinte sans fil avec du vraiment, vraiment bon son, parce que c'était du son, un mélange digital et excellent. Et puis j'ai vu que le marché changeait, et donc c'est sans regret que je me suis lancé dans les drones, et c'est ça aussi, si tu veux. Il n'y a pas de possibilité d'y revenir aujourd'hui. Non. Une enceinte assistance vocale comme ça n'a pas de sens pour Parrot. Regarde ce que tu as pour 99 €. Avec, le son est moins bon que le Zikmu. Mais tu n'achètes pas ça pour le son, et après, il faut savoir que le son, quand même, qu'est-ce qui compte? C'est l'émotion, tu vois. Et donc, l'émotion, tu n'as pas besoin d'un son extraordinaire pour avoir une belle émotion. Si tu écoutes au bon moment musique que tu aimes. Une restitution sonore avec une bonne enceinte, c'est important aussi quand même. C'est important quand même, non? C'est important, mais... Oui, mais pas dans ce type d'objet. Regarde, qu'est-ce que ça t'offre, ça? Par exemple, avant... Je veux dire, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, tu étais obligé d'aller chercher un CD dans ton placard et puis le mettre et puis choisir le truc et tout ça. C'est vrai. Tu vois. Après, tu as eu des trucs de streaming et puis tu avais tes propres playlists et tu disais, tiens, je rejouerais bien ma playlist numéro 3. Maintenant, c'est fini. Tu te dis à Alexa, tu veux pas m'envoyer les Rolling Stones, I Can't Get No, là. Tiens, vas-y. Et hop, il te l'envoie. Donc, tu as une bibliothèque de disques extraordinaire. Donc, c'est un progrès génial. Et Amazon qui rajoute en plus la couche, si on est abonné Prime, ils en profitent effectivement. Ils vous offrent de la musique, 2 millions de titres, 40 heures de musique, comme ça. C'est aussi effectivement une espèce de cheval de Troie pour Amazon Music. C'est terrible. Cet écho. Voilà, mais on n'est pas obligé d'être abonné à Spotify. Non, ça marche avec Spotify aussi. Oui, on n'est pas obligé d'être abonné à Spotify pour bénéficier de la musique. Ouais. C'est pas un cheval de Troie, c'est comme ça que ça marche, l'électronique. Par exemple, les jeux vidéo, on vend pas cher des consoles pour vendre du contenu. Bon. Je veux dire, c'est normal, bien sûr. C'est comme ça. C'est une façon de construire le business. Et bien là, on vend à un prix très agressif un système qui permet d'écouter toute la musique si on est abonné à un site de streaming. C'est quand même génial. C'est génial, ça c'est clair. Et puis en plus, on peut le connecter à Sonos. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Ouais. Voilà pour Amazon. Alexa, autre titre d'actu, c'est la WWDC, grand rendez-vous des développeurs d'Apple qui se rendez-vous annuel, tous les ans, où Apple présente ses nouveaux OS. Voilà. Alors bon, vous avez pu le vivre lundi soir sur Zeronet TV. C'était un peu long, ça a duré 2h15. On a été un petit peu, il y a eu des moments un peu longs pendant cette keynote. On s'attendait à plus de
plus de choses intéressantes. Et finalement, avec le recul, Eric, c'est ce que tu me disais même, tout à l'heure hier. oui, Enfin, plutôt hier, il y avait pas mal d'informations quand même. Il y a eu et beaucoup de pas choses. mal de nouveautés. Il y a eu notamment la nouvelle version d'iOS 12. Alors oui, il y a pas dans cette iOS 12, il n'y a pas de fonction peut-être waouh, comme on avait pu en voir précédemment. Mais Apple a fait quand même déjà pour moi quelque chose d'assez exceptionnel, ce qui est assez rare pour eux. Ils ont bien dit, c'était leur premier point avec iOS 12, que c'était un OS axé sur la performance et qu'ils voulaient que un maximum de possesseurs d'iPhone en profitent de ces performances accrues, et donc iOS 12 devrait rendre votre iPhone plus rapide. Et ça, quand même, pour tous ceux qui connaissent, ça fait plaisir. Pour tous ceux qui connaissent iOS et ses évolutions, ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça veut dire que iOS 12, peut-être que sur un vieil iPhone, marchera mieux que c'est en tout cas la promesse d'Apple. On est justement, on va l'essayer. Ouais, on va notamment sur des iPhone 6 par exemple. iOS 12 est censé effectivement accélérer les iPhones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on sait très bien qu'Apple s'est fait taper sur les doigts avec le scandale de la batterie et des vieilles batteries qui ralentissaient les téléphones. Donc je pense qu'ils essaient aussi de se rattraper un petit peu. Donc ça, c'était quand même très important. Alors c'est vrai que c'est pas là, tout ça, c'est du soft. Hein. C'est retravailler le code pour l'optimiser, pour faire en sorte que ça marche mieux sur tous les terminaux qu'on vend, etc. Il s'inspire beaucoup d'Android. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'Android a cette philosophie depuis pas mal de temps. Essayer à chaque fois de sortir une nouvelle version d'Android moins gourmande que la précédente. Hein. Oui, donc on voit qu'Apple marche un petit peu sur les pas d'Android sur ce sujet. Exactement. Et puis il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses intéressantes sur iOS 12. Alors on peut passer vite, mais c'est quand même intéressant. Moi, je suis assez passionné par cette technologie, c'est ARKit 2, qui est donc la réalité augmentée, le kit de réalité augmentée d'Apple, et pour le coup d'une nouvelle app qui va débarquer sous iOS, qui est une app très pratique, alors qui marche pour plus ou moins bien pour l'instant, mais parce qu'elle est encore en bêta. C'est mesure, c'est simplement une règle que vous sortez votre iPhone, vous voulez mesurer quelque chose et votre iPhone vous donne sa taille ou vous donne les dimensions de quelque chose. C'est une appli pratique, ça marche. Si ça marche parfaitement, ce sera génial. Et ça, c'est une application concrète de la réalité augmentée, et on a vu d'autres usages d'ARKit, et ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai vu des démos, et puis j'ai participé il y a plusieurs années à un projet avancé qui s'appelait Projet Tango sur Android, dont l'objectif était de faire de la réalité augmentée, et sincèrement, les résultats sont bluffants, et c'est aussi une nouvelle technologie qui va arriver. Et, sur les drones aussi notamment, à ton avis ? Sur les drones, ça y est déjà. Il y a déjà des capteurs, il y a déjà... D'ailleurs, ça a été une des innovations de Parrot. L'innovation originale la plus importante, ça a été de mettre du traitement d'image dans l'autopilote. Et c'est ce que Parrot a fait dès la AirDrone. Et c'est ça, si tu veux, technologiquement, ce qu'on a apporté à la technologie des drones. Est-ce qu'il évite les obstacles ? Il évite les obstacles, certains obstacles. Il n'a pas un évitement d'obstacles frontal. Mais par exemple, il y a un arbre qui est devant lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le voit ou il va Non, il voit pas l'arbre. D'accord. Il voit pas l'arbre. Mais ça, c'est quoi ? Ça peut être une mise à jour soft, ou c'est vraiment des capteurs qui ne sont pas sur ce drone ? Chez Parrot, on ne parle pas des développements futurs. Hein. D'accord. On peut parler d'Apple ou pas chez Parrot ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses d'Apple, par exemple, de la stratégie d'Apple depuis alors, on va pas remonter jusqu'à Steve Jobs, mais par exemple, ce qu'en fait Tim Cook. Moi, sincèrement, c'est pas à moi de le commenter. Mais moi, je suis un développeur soft à la base. Et le software, c'est une industrie qui a surpris tout le monde en étant extrêmement progressiste et en mettant en place l'open source. L'open source, c'est une des plus grandes révolutions industrielles de tous les temps. C'est un truc d'une importance extraordinaire. C'est comme Wikipédia, quoi, en gros. C'est le Wikipédia du soft. C'est le Wikipédia de la technologie. Oui, donc, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à des boîtes comme Parrot et toutes sortes de boîtes dans le monde entier de travailler de concert pour avoir des plateformes technologiques hyper sophistiquées qu'on peut tous intégrer dans nos produits. Donc, moi, je suis très favorable, et intellectuellement, je trouve que les entreprises qui soutiennent fortement l'open source, elles sont les plus progressistes. C'est pas le cas d'Apple.
à moins que je dise une bêtise. Ça dépend pourquoi. Par exemple, on peut parler de WebKit, qui est WebKit, qui est aujourd'hui le moteur de tous les navigateurs web les plus populaires et a été créé notamment en grande partie par Apple et maintenu par Apple. Donc, et c'est vrai que sur d'autres points, ils ne sont pas aussi progressifs. Il y a des pans où tout est bien verrouillé quand même chez Apple. Et Apple est une entreprise qui aime bien effectivement verrouiller son écosystème, on va dire. Mais ils ont aussi fait quelque chose pour l'open source. Après, effectivement, si on compare Android, qui est à la base, et même s'il est toujours modifié par les entreprises, les entreprises qui fabriquent les smartphones, Android est un produit open source. Évidemment, alors on l'a pas dit, mais Anafi se pilote via un smartphone. Aussi, Anafi est basé sur Linux, comme tous les drones Parrot. D'accord. Et le SDK est disponible et documenté et maintenu par Parrot. Toute personne, tout développeur qui achète Anafi dispose d'un code qu'il peut intégrer soit sur son téléphone Android, soit sur un iPhone, et il peut développer les applications qu'il veut avec Anafi. Voilà, Anafi, donc pilotable depuis un iPhone ou un Android. Il suffit de télécharger l'appli, l'appairer, et puis c'est réglé. 699 €, il sort quand exactement ? Alors, on l'a annoncé, il est disponible en magasin le 1er juillet. Le 1er juillet. Merci beaucoup, Henri. C'était un vrai plaisir que de t'avoir, vous, je sais plus, je sais plus trop, on va dire tu. Merci en tout cas d'être venu. Henri Sédou, donc le patron de Parrot, qui est venu commenter Anafi, qui sort le 1er juillet. Eric, merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous, on l'a fait pour que dans les télévisions, les gens puissent faire des images quand ils ont besoin de faire un travelling ou avec Anafi. Et donc, je serais hyper content que vous le testiez et que vous en serviez et que vous mettiez des images à l'antenne. Mais c'est le cas déjà. Il est déjà au labo 01. Il n'y a pas de souci, Henri. On est en train de l'essayer. On pourra aussi demander si Pierre, notamment, on n'a pas envie d'utiliser pour faire des plans. Eh bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'en vidéo, c'est génial. Merci beaucoup, Henri. Merci. Eric, merci. De quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Victor Jakimovic avec sa sélection de produits high-tech pour l'été. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.